Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On est reparti pour une nouvelle semaine, des nouvelles infos, une nouvelle journée de MLS qui a été rythmée par cette semaine le MLS All-Star Game. Donc un petit peu moins d'infos que d'habitude, mais on va prendre le temps, comme d'habitude, de parler de MLS, de parler du mercato et de parler de la prochaine journée. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! When I press go, ready to explode. When I press go, when I press go. When I press go. On est parti pour un nouvel épisode où on va parler de MLS, de ce qui s'est passé le week-end dernier pour la 18e journée, qui était la vraie rentrée pour toutes les équipes, même s'il y avait eu un match en milieu de semaine, donc c'était une grosse semaine. On abordera aussi un peu tout ce qui s'est passé en termes de mercato, en termes d'actu club. Le MLS All-Star Game, comme je vous le disais, a rythmé un peu cette semaine, puisque on va dire les meilleurs joueurs de chaque équipe, enfin qui ont été retenus, parce que certains n'ont pas eu de joueurs retenus au MLS All-Star Game. On fait des skills challenge, donc de précision, etc. Mais aussi un match contre la All-Star Liga MX cette nuit. Et ensuite, on parlera bien sûr de la déjà 19e journée de MLS. Là, tout va s'accélérer pour la MLS. Comme vous le savez, à partir de la semaine prochaine, il y aura la Leagues Cup qui va reprendre. Donc ça va être un vrai bourbier. Même moi, je sais pas comment les joueurs, enfin, je sais même pas comment ça va s'organiser. Je sais même pas comment les joueurs vont pouvoir supporter le rythme, puisque ça commencera le 4 août, donc la Leagues Cup, avec donc les joueurs, vous le savez, donc c'est un peu spécial. Ce sont les qualifiés aux playoffs de la saison passée qui vont faire la Leagues Cup, et en même temps, ils vont jouer la MLS. Il y a des équipes qui n'ont pas des rosters très profonds comme LAFC, qui étaient bien repartis, mais je m'inquiète et je pense que certaines équipes qui sont peut-être bien engagés en MLS, qui peuvent, puisqu'on sait que c'est qualificatif pour la CONCACAF Champions Cup de gagner la Leagues Cup. Je pense que des équipes bien classées, oui, en effet, au classement, voilà, on se répète, donc dans chaque conférence vont plutôt jouer, du coup, le fait de rester dans le top 3 qui leur donnerait dans leur conférence une place en CONCACAF Champions Cup. On va revenir déjà sur ce qui s'est passé le week-end dernier. On a eu une bonne journée de MLS avec des matchs qui étaient quand même intéressants. Ça a commencé par un Red Bull New York Charlotte, où Charlotte a pas créé la surprise, mais est allé gagner 2-0 clean sheet à New York. New York qui enchaîne un petit peu moins bien ces derniers temps, qui est une équipe donc jeune, coachée par un coach Bradley, donc jeune, et qui mine de rien, euh, bah, a calé à plusieurs reprises, et en général quand ils calent ils enchaînent trois quatre matchs assez négatifs. Columbus a gagné le derby Hell is Real face à Cincinnati 2-1 après avoir été mené 1-0 en tout début de match, et un match qui a dégénéré complet à la fin. Carton rouge du côté de Columbus. Ensuite, c'est Mo Farsi a couru dans les vestiaires pour se battre. C'est parti, la caméra n'a pas coupé, la fin du match était complètement chaotique. Et ce qui est assez bluffant, c'est que les suiveurs américains et même les supporters disaient c'est en train de devenir un pays de foot. Ce qu'ils disaient avant, il y aurait jamais eu de tension comme ça dans un derby. On a senti un match quand même tendu qui échappait à Cincinnati sur la terre ennemie, on va dire. Mais c'était vraiment un bon match à suivre. On a DC qui l'a emporté face à Toronto, comme d'habitude, dans les dernières minutes. Miami est allé gagner sur un tout petit 1-0 à Montréal sur un penalty transformé d'une panenka de Luis Suarez, après que, bon, vous l'avez tous vu certainement, le penalty amené par la blessure effrayante, mais bon, il est déjà de retour à l'entraînement, de German Berterame, où Efrain Morales, il est allé pour l'éclater, clairement. Enfin, j'ai joué défenseur central. Franchement, j'ai pas trop d'autres lectures. Vu comme il y va, en retard comme il y va, jamais il peut avoir le ballon. Enfin, ouais, bon, il l'éclate, il prend pas de carton, ça c'est un peu abusé.
mais ça aurait pu être très grave quand vous voyez dans l'état où était Berterame. Je pense qu'il s'est pris un chaos technique. Le copain, ça a dû le sonner. Les Revs, dont on parle pas forcément tout le temps, qui sont troisième de leur conférence, donc à l'Est, ont, comme toutes les équipes, défoncé Atlanta 4-1. Hein. J'ai regardé le match, Atlanta c'est cataclysmique et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. NYCFC a infligé une deuxième défaite de suite à Chicago qui passe quatrième. Et NYCFC est revenu à un point du coup de cette même équipe de Chicago. Orlando a battu Nashville, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Orlando, c'est une nouvelle saison qui commence avec Antoine Griezmann et d'autres joueurs. Cartagena va revenir également. Nashville avait pas mal d'absents. Nashville est toujours en tête, mais Orlando se positionne désormais 10e, donc aux portes du play-in et même des playoffs. Donc je pense que ça va être une toute autre deuxième partie de saison pour cette équipe d'Orlando, tout comme Philadelphie qui a infligé la cinquième défaite de suite à Seattle. Seattle, ça ne va plus du tout, ils sont en train de dégringoler au classement. Philadelphie n'est qu'avant-dernier avec 13 points, mais a enchaîné quand même 2 victoires de suite. Et il se positionne du coup à désormais 7 points quand même, enfin 8, 7, 8, 9 points des playoffs. Je pense que ça va être un petit peu trop tard pour Philadelphie. Mais cette équipe commence à reprendre le fil de sa saison. Voilà, c'était un petit peu perdu avec beaucoup de départs. Retour de Kai Wagner et autres vont faire un peu de bien. Houston a éclaté Austin 3-0, match à sens unique, un gros match de Guilherme encore une fois. On a eu quoi comme résultat? On a Minnesota-Vancouver 0-0. Je vous avoue que j'ai même pas pris le temps de regarder le résumé de ce match qui, à mon avis, n'était pas forcément ouf. Mais bon, parce que le score ne traduit pas tout le temps la physionomie. On a Saint-Louis qui a battu Colorado 1-0. Saint-Louis qui revient bien également sur cette début de deuxième partie de saison. San Diego a enfin renoué avec la victoire à domicile avec une victoire 1-0 face à Dallas. LAFC a sans surprise éclaté 4-0 SKC. Portland a gagné 2-1 face à Salt Lake. Portland, attention, c'est pareil, c'est une équipe qui revient bien, je vous le dis, c'est une deuxième partie de saison différente. San Jose n'a pas fait mieux que un partout face à LA Galaxy. Sur les tops et les flops donc de cette journée, moi je m'étais noté Pep Biel qui est toujours au rendez-vous avec Charlotte, Philadelphie qui enchaîne, Nicolas Fernandez Mercado comme Pep Biel, c'est toujours un joueur qui performe bien. Alors moi je me posais la question, pour suivre la MLS depuis maintenant 2018, si je prends un peu le constat sur ces dernières saisons, j'ai l'impression, alors, qu'il y a tout le temps un attaquant qui surperforme dans cette équipe d'NYCFC et qui tient l'équipe. Cette saison, c'est Nicolas Fernandez Mercado. On a eu Alonso Martinez, on a eu Tati Castellanos. Quand cette équipe va bien, j'ai l'impression que c'est tout le temps parce qu'elle a un attaquant qui fait des ravages. Et en tout cas, c'est excellent de la part de cette équipe qui, on dirait, a mine de rien besoin d'un attaquant pour exister. Charlotte, donc un grand Kalinja, Kalinja qui a fait un énorme match avec des arrêts très décisifs encore une fois. Carles Rill qui a été très bon. Les rêves sont solides. Je vous l'ai dit, Guilherme et Bogusch qui marque un doublé, ça va lui faire du bien. Orlando qui gagne à Nashville. San Diego qui regagne. Bouanga, joueur de la journée. Donc voilà, Bouanga qui est joueur de la journée. Et Son, voilà, les deux, ça y est, ils sont lancés. C'est parti. Je le répète, la première partie de saison n'était pas évidente avec beaucoup de matchs pour eux, mais là, c'est mieux. Portland et Felipe Mora qui signe un doublé et qui dit au revoir à cette équipe des Timbers qui a déjà trouvé son remplaçant avec Vincent Janssen qui jouait au Rayados. Saint-Louis 3/3 comme je vous le disais, voilà, donc je vous ai fait un petit peu le résumé plus tôt. Du côté des flops, alors il y en a un, ça va plus du tout, c'est Ethan Horvat, c'est un peu comme c'est le gardien des Red Bull New York, un petit peu comme Zach Steffen. Du côté des Colorado Rapids, c'est deux gars qui ont été internationaux, qui sont revenus pour jouer à la Coupe du Monde, mais qui sont catastrophiques. C'est vraiment Ethan Horvat, pour le coup, est vraiment très très moyen, voire pas du tout bon pour un gardien qui a joué en Championship. Mais bon, est-ce que les gardiens anglais ont déjà été bons? Je ne suis pas sûr. Et les gardiens américains commencent à l'être, mais en tout cas pas Ethan Horvat. Atlanta pour pas changer. Miazbeka, le tacle qu'il va faire, qui provoque le penalty pour Columbus, ça montre que c'est un débile. Mais ça, on le savait déjà que Matt Miazga était pas très intelligent, ou qui pensait l'être, mais qu'il ne l'est pas. Seattle, je vous l'avais dit, 5 défaites de suite. Chicago, 2 défaites de suite, mine de rien. Donc sans Mbokazi et Kuipers, c'est compliqué. Et bien sûr, SKC, qui est au fond du fond.
L'équipe de la semaine, donc JT Marcinkowski, donc le gardien des les Galaxies, qui a privé de Crozet de la victoire, puisqu'il a arrêté un penalty à la 95e minute, donc pour maintenir le score d'un partout pour les Galaxies. En défense, on a eu Totland, Roberts, Westfield. Westfield qui est en train de monter en puissance, hein, c'est vraiment intéressant. On a Oreda des New York Red Bull, Carles Rill, bien sûr, Mateusz Bogusz qui a mis un doublé, Alvarado qui a fait un excellent match avec San Diego buteur, Bouanga bien sûr inévitable, Ellis du côté d'Orlando qui a eu un plébiscite de la part de Griezmann qui a dit qu'il était voué à un bel avenir, et bien sûr Felipe Mora qui est le number one au niveau de l'attaque, donc qui s'en va désormais de Portland. Alors oui, petite info, il y a eu deux trois petites infos aussi intéressantes. Il y a eu une publication que j'ai repartagée de Sport Bible, donc un média anglais qui a partagé un peu le top 50 des meilleures ligues dans le monde. Bon, première place, bien sûr, Angleterre. Ensuite, on a l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la France. Voilà le top 5, comme on aime nous le dire. La MLS se retrouve seulement 19e. 18e, on a la Croatie. Aujourd'hui, je ne pense pas que la MLS soit moins forte que le championnat croate. Bref, ça ferait déjà une place de gagner. Ensuite, il y a la Suisse. Bon, la Suisse, il y a le FC Bâle. Il y a eu, tu sais quoi, Thun qui a gagné. Bon, admettons. Mais la Suisse peut-être. Il y a l'Équateur. Je suis désolé, la MLS est meilleure que l'Équateur. Donc déjà, ça fait deux places. La Norvège, bah, je pense que c'est kiff-kiff. Le Japon, bah, les joueurs japonais, quand ils arrivent en MLS, Yamane, ça a été bien 6 mois. Puis c'est pas fou. Kurokawa, ouais, je pas loin même de penser que la MLS est aujourd'hui une meilleure ligue que le Japon. Donc 3. Allez, la Colombie, bah, la MLS est meilleure, donc 4. Après arrive le Danemark. Bon, il y a pas mal de joueurs danois, Evander, Dreyer, qui performaient dans les deux. Je pense que c'est kiff-kiff. La Pologne, bon, on a quand même des équipes un peu plus robustes, mais bon, moi je pense que la MLS peut gagner au moins 4-5 places. Et après, ça me paraît très compliqué d'aller. Bon, on voit que la Championship est déjà 10e. Bon, voilà. Mais j'ai été surpris déjà de voir la MLS 20e de ce classement. J'ai trouvé ça un petit peu abusé vu certaines ligues devant. Bon, le Brésil, je les laisse toujours devant. L'Argentine aussi, c'est des championnats beaucoup plus rugueux, beaucoup plus anciens et développés. Mais la MLS tend à se développer. Là, c'était encore cette nuit au All-Star Game. Il y a des journalistes mexicains. Bon, le match, c'est un match d'exhibition, hein. Les joueurs jouent en marchant. Vraiment, il y a pas d'intensité. Mais en tout cas, oui, les médias mexicains disaient que la MLS est en train de rattraper la Liga MX6, et il y a aucun doute. Vous voyez, tous les clubs de Liga MX6, ils viennent recruter en MLS. En MLS, ils recrutent de moins en moins de joueurs mexicains où ils les prennent très très jeunes, alors que bah, la Liga MX6, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, eux, ils prennent bah, des joueurs de MLS qui ont performé, ils les surpayent, mais c'est pas grave, c'est un bon pigeon, comme je le disais l'autre jour. Aujourd'hui, je suis un club de MLS, si j'ai un club mexicain, je sais qu'ils ont l'oseille, eh bien, c'est des bons pigeons pour moi. En plus, ils débarrassent la MLS parfois de joueurs qui n'ont pas le niveau et qui ne performent pas. C'est ça qui est assez bluffant. Je sais pas comment ça bosse au Mexique, mais ça ne va pas dans le bon sens. La MLS la dépassera quoi qu'il arrive, c'est inévitable. Et ben justement, ça fait un peu référence à à une info que Tom Bogert a sortie. Comme quoi, vous savez que la MLS va passer sur le calendrier européen à partir de la saison prochaine. Donc, il nous disait Tom Bogert que il y a une réunion, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, où les propriétaires de la MLS vont recevoir une présentation de la MLS, les propriétaires de clubs, qui vont leur indiquer des changements significatifs sur l'encadrement de la masse salariale, le fonctionnement de la MLS. On devrait avoir une masse salariale un peu plus grande, peut-être plus de DP, donc en clair, beaucoup plus de possibilités de recruter. Et de toute façon, la MLS est obligée, comme a dit Don Garber, c'est une obligation. Si la MLS veut progresser, d'avoir plus de bons joueurs, vous voyez, de toute façon, aujourd'hui, dès que vous avez des Evander, des Messi, des Dreyer, c'est des joueurs phares, mais il en manque. Et la MLS, elle est bourrée de thunes. Les clubs de MLS, les proprios sont blindés d'oseille. Donc, ce ne serait pas un souci s'ils avaient 3 ou... bon, aujourd'hui, ils ont 3 DP plus les jeunes DP, mais s'ils avaient 5 DP seniors ou même 6, je pense que ça ne poserait pas de souci. La masse salariale, tant qu'elle est encadrée, voilà, il n'y aura pas de dérive et les clubs pourraient se le permettre. Donc, j'ai hâte de voir ces infos qui peuvent être très intéressantes pour le développement de la MLS. Et justement,
peut-être passer de la 19e à la 10e place dans ce classement, ce qui serait pas déconnant. Eh bien écoutez, voilà un petit peu pour les infos d'introduction. Maintenant, on va partir sur les clubs. Donc les clubs, il y a eu pas mal d'informations. Donc on est aujourd'hui mercredi soir. Je vous invite à rester connecté sur mon compte comme d'habitude, Nelim MLS sur X pour avoir les dernières infos qui vont sortir ce soir où il y en a toujours pas mal et demain avec les rapports de disponibilité. Bon, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, on va commencer par Portland. Portland, vous le savez, donc Felipe Mora a signé à l'Atlético San Luis. Donc voilà, départ de Portland. Mais par contre, ils ont déjà trouvé son remplaçant qui est Vincent Janssen. Donc c'est l'attaquant néerlandais de 32 ans. Il va pas être DP, il signe comme agent libre pardon, en ayant joué à Antwerp. Il a joué à Rayados Monterrey, si je dis pas de bêtises. Profil plutôt intéressant. Alors à voir si lui ou Kelsey va être titulaire. Kelsey est plutôt en forme. Mais Portland, ils aiment bien avoir deux numéros 9. Du côté de Charlotte, il y a eu quelques rumeurs, mais qui ne se sont pas prolongées concernant James Tavernier, donc l'ancien capitaine des Glasgow Rangers. Mais Dean Smith serait désireux de le faire venir, mais des clubs anglais seraient également sur le dossier. Kerwin Vargas donc, a signé, ça y est, c'est bouclé, pour 4 millions de dollars à l'Atlético Paranaense au Brésil. Donc, bon, bah, ça veut dire que Liel Abada ne partira certainement pas. Et en tout cas, je pense que Charlotte a encore un spot DP ouvert. Il risque d'aller chercher un DP de qualité, peut-être en attaque. Du côté de Cincinnati, donc il y a eu une rumeur, bon, qui c'est un peu Cincinnati et Columbus. C'est que Columbus a tenté de recruter Brenner, vous savez, l'ancien attaquant de Cincinnati. Et apparemment, Brenner aurait clairement refusé, d'une parce que ça ne l'intéressait pas, et même s'il veut revenir en MLS, et de deux par fidélité au fait que ce soit le derby entre Columbus et Cincinnati. Donc voilà, un joueur qui a de belles valeurs dans ce football, ça se perd un petit peu aujourd'hui. Du côté d'Austin, donc Nicolas Duberzarski devrait signer à Tigré, pas Tigré, c'est un Tigré. Il y a plus que quelques détails à finaliser, ce serait un prêt sans frais avec une option d'achat. SKC, alors là celle-là m'a fait bien rire. Il y a une rumeur, j'en parlais la dernière fois. Donc André Luis, personne ne le connaît, il joue à l'Olympiakos. André Luis, il y aurait une rumeur comme quoi SKC va le signer. Tenez-vous bien, accrochez-vous au fond de votre siège, garez-vous sur le côté si vous écoutez en podcast. L'effrayant ailier André Luis serait il signerait jusqu'en 2031 à SKC pour la modique somme de 18 millions de dollars plus 4 millions de bonus qui en ferait le troisième joueur le plus cher de l'histoire de la MLS. Je vais vous donner son pédigré. Ce jeune homme de 24 ans a disputé 8 matchs avec l'Olympiakos cette saison. Il a mis 0 but, délivré 0 passe D, mais il a pris un carton jaune. C'est dans la ligne de stats. Des 2 saisons d'avant, il a joué à Rio Ave au Portugal. Il a disputé 35 matchs de championnat, il a mis 8 buts, il a mis 6 passes D. Bon, pas rêver le copain. Et les 2 saisons d'avant, il a joué à Estrela, pareil, au Portugal. Il a fait 38 matchs, 5 buts, une passe D. Et avant, bon, il était à Flamengo, 5 matchs, 1 but. Qu'est-ce qu'ils font à envoyer 22 millions sur un joueur comme ça, sans déconner? Alors, je disais l'autre jour, le dernier random un peu qu'ils ont signé comme ça en MLS, c'était Emmanuel Latelas, qui a été un flop énorme à Atlanta, qui était jusqu'à l'arrivée de Son le joueur le plus cher payé dans l'histoire de la MLS. Il va déjà partir. Mais alors lui, le André Luis, à l'inverse d'Emmanuel Latelas, il a des stats nulle part. Personne ne le connaît. Un abonné me rapportait qu'apparemment le propriétaire, je sais pas, il y a un peu un bisbis entre le propriétaire d'SKC, Rio Ave, Olympiakos, je sais plus trop quoi, mais jamais un joueur comme ça coûte 22 millions, sans déconner. Ce serait le troisième joueur le plus cher de l'histoire de la MLS, André Luis, que personne connaît, qui a pas une ligne de stats, hein. Franchement, SKC, ouah, on souffle fort, hein. Bon, après, ça se trouve, dans 6 mois, il est là, il met 15 buts, 15 passes D, je la ferme, pas de problème, bravo, je me suis trompé. Mais j'ai regardé quelques vidéos, quelques trucs sur lui, enfin, c'est correct, mais c'est pas. 22 millions, on parle d'un joueur potentiel MVP. C'est un joueur qui fait, comme on dit au basket, un double-double.
double. Et c'est pas 10 buts, 10 passes D. Enfin, c'est 15 buts, 15 passes D. Il doit être impliqué dans 30 buts par saison à ce prix-là. Enfin bref, complètement lunaire ce qui se passe à SKC, mais ça en dit long quand même sur l'état de santé, l'état de forme, tout de ce club qui est une ville de foot, hein, on l'oublie, hein, c'est un club historique de MLS, mais qui est comme Atlanta en train de partir à la dérive, et c'est malheureux. Du côté de San Diego, donc ils ont officialisé et présenté donc Elias Achouri qui sera leur nouvel ailier gauche, Ervin Lozano. Donc son entourage la semaine dernière s'est approché de Chivas qui a exploré la possibilité d'un transfert. Je vous disais Chivas c'est un Mexique, encore un pigeon, mais le pigeon mexicain a rejeté l'option parce que leur président a dit non je veux pas foutre la merde dans mon vestiaire. Enfin il a normalement Lozano est un sale type. D'après ce que disait son frère et de ce que disaient pas mal de gens. Je pense que c'est le mec qui peut te faire exploser un vestiaire. Donc ils ont bien fait de pas y aller et il reste à San Diego, grassement payé 8 millions de dollars à l'année. En tout cas, San Diego a fait une offre à Mohamed Salah. Voilà, donc il y a des clubs de MLS qui ont les droits de découverte. Il y a eu une offre, ce qui voudrait dire que par contre, si Mohamed Salah vient, il faut racheter le contrat du copain Lozano. Je pense que Lozano, il attend juste ça, c'est qu'on lui rachète son contrat, qu'on lui paye ses années et qu'il se mette un gros chèque de côté. Du côté de Miami, donc Messi De Paul, German Berterame qui a été blessé au dernier match, sont tous de retour à l'entraînement. Alors, pas sûr que Messi démarre ce week-end, mais en tout cas, il est bien de retour avec son garde du corps, Rodrigo De Paul. Je vous en parlais tout à l'heure à Atlanta, Emmanuel Latelas, donc en plus de Burnley, il y aurait West Ham qui serait sur le dossier. Donc, affaire à suivre, on n'a pas eu trop de nouvelles depuis. Pedro Amador, ça a été officialisé il y a quelques minutes, a signé en D1 israélienne à l'Hapoel Beersheva. Donc départ du latéral gauche d'Atlanta. Atlanta qui a recruté des centraux, mais au niveau des latéraux qui est quand même très léger. Du côté du LA Galaxy, Greg Vanney a dit qu'il fallait s'attendre à ce qu'Eric Tommy soit absent jusqu'à 6 semaines. Donc gros coup dur encore. Et les Galaxy, l'hécatombe de blessés, c'est assez effrayant. Jack Harrison, ça a été officialisé à New England, je vous en parlais comme DP, donc jusque de 2029-2030. Du côté de Cincinnati, donc les rumeurs s'intensifient pour Kevin Denke au Betis Séville. Du côté de Colorado Rapids, ça va être officialisé prochainement. Donc Youssef Maziz va les rejoindre. Donc contrat TAM, enfin une initiative TAM, 2 ans et demi. Il a quitté Louvain en fin de saison et il va signer libre. Donc un beau coup pour l'ailier le milieu offensif de 28 ans. Du côté d'NYCFC, alors pas mal de blessés. Donc le coach nous indique Aidan O'Neill. C'est moins grave que ce qu'ils avaient prévu, mais on n'a pas de date d'absence ni de retour. Que Raúl Gustavo, ce serait 2 ou 3 semaines out. O'Toole va être de retour. Arnaud Farnos s'est blessé à l'entraînement et ils ne savent pas encore combien de temps il va être absent. Mais ils ont recruté un attaquant, donc Luigi Santos, qui va signer, donc qui arrive de Palmeiras, contrat Initiative U22, prêt avec une option d'achat autour de 6 millions de dollars à valider ou non en fin de saison. Du côté de Dallas, c'est sorti hier soir, donc il y a plusieurs clubs de championship, de clubs allemands, néerlandais qui lorgneraient sur le défenseur central Ozaz Euroguidé, qui était à Amiens avant, et qui intéresserait plusieurs clubs en Europe. Du côté de Seattle, pareil, hier soir, on a une rumeur, donc d'après Nico Moreno, Casper Tengstedt serait une possible recrue au niveau de l'attaque. Ce serait un statut TAM car Seattle n'a plus de DP. Donc voilà, écoutez, pas si c'est un joueur, enfin c'est un joueur un peu sorti du chapeau, Tengstedt, 26 ans, on l'a connu un petit peu plus jeune dans sa carrière, mais je sais pas du tout où ils veulent aller. À Feyenoord, il a pas énormément joué, enfin il a fait 18 matchs, 3 buts, il a joué à Benfica mais très peu. Il performait par contre à Rosenborg avant et Orange, donc à voir si ça peut être une bonne surprise, hein. De toute façon, ils en ont besoin puisque Jordan Morris est sans cesse blessé, tout comme Pedro de la Vega. Même si l'entraînement d'hier, Pedro de la Vega, Yemar Gomez Andrade et Alex Roldan étaient présents. Petkovic était un petit peu sur le terrain. Par contre, il n'y a toujours aucun signe de Christian Roldan. Du côté d'Orlando, Daryl Daiki est en train de monter en puissance et devrait revenir prochainement. Et Marco Pasalic était de retour. À DC United, on a eu une arrivée donc, d'un joueur japonais, donc Kimito Nono, des Kashima Antlers, un milieu défensif qui signe jusqu'en 2028-2029 avec une option pour la saison d'après. On a eu, Vancouver, vous le savez, l'officialisation du départ de Sébastien Berhalter à Middlesbrough.
et Ranko Veselinovic qui a été blessé. On s'est sorti lors du dernier match contre Minnesota et on ne connaît pas la gravité de la blessure qui va être connue dans les jours à venir. Du côté de Chicago, le retour de André Franco se rapproche. Donc, vous vous souvenez, l'année dernière, il s'était fait les croisés au mois de septembre. André Franco, qui était arrivé du FC Porto, si je vous dis pas de bêtises, qui avait fait un super début comment un super début, des super débuts, voilà, tout simplement à Chicago avec 6 matchs, 4 passes D, le numéro 10 qui fera beaucoup de bien, je pense, lors de son retour. Toronto a officialisé donc l'arrivée de Dorsch qui sera disponible ce week-end avec Sargent. Le Palacio ne serait pas encore prêt et Simermanic devrait être de retour. C'est le seul qui sort de la liste des blessés par rapport à la semaine dernière. Et on n'oublie pas que Georgi Mihailovic risque d'être disponible. À LAFC, donc Artem Smoliakov, le latéral, a rejoint le FC Kharkiv en Ukraine. Donc c'est un prêt jusqu'en juin 2027. Smoliakov, au passage, quand même une déception où il y avait il y a eu, je crois, un transfert à 1 million et quelqu'un qui a été envoyé sur lui. Du côté de Houston, donc il serait sur Marcelo Saracchi, donc ils auraient fait une offre qui est dans les mains de Boca, qui n'a plus qu'à prendre sa décision. Et il chercherait aussi un défenseur central et Eric Sviatchenko pourrait le quitter cet été, en tout cas à Houston. Il y a eu Lingby qui s'est mis dessus, mais il s'est blessé, donc ils se sont rétractés. Mais vu qu'il cherche un central, il pourrait partir, Sviatchenko. Du côté de Saint-Louis, Carlo Holze, c'est officiel, donc le milieu offensif. Carlo Holze a signé comme DP jusqu'en 2028-2029 avec une option pour la saison d'après. Et enfin, ça vient d'être officialisé, donc c'est le départ de Macania de Philadelphie aux Glasgow Rangers pour un peu plus de 4,5 millions de dollars. Et Philadelphie conserve une clause à la revente significative, nous dit-on dans le communiqué. Donc voilà, Olewatu Macania, 18 ans, qui rejoint du coup l'Europe, ça y est. Donc un beau step, à voir s'il aura du temps de jeu tout de suite. Écoutez, on arrive au bout des infoclubs que j'ai pu réunir jusqu'à cette heure-ci. Maintenant, si vous voulez bien, on va partir sur la 19e journée de MLS. Allez, on se retrouve tout de suite. Danny Boyega scores. Impossible angle. Impossible is nothing to Danny Boyega. La 19e journée de MLS qu'on va avoir donc ce week-end, donc avec les matchs qui commencent un peu spécialement dans la nuit de vendredi à samedi pour NYCFC qui va recevoir Toronto. Donc attention au manager qui joue à Sorare, la deadline est avancée, on n'aura pas les rapports de disponibilité pour pouvoir en profiter et ajuster nos équipes. Donc ce Toronto NYCFC, enfin NYCFC Toronto, clairement pour moi c'est un match-up qui est très intéressant pour New York. Euh, Cette équipe de Toronto va enchaîner son troisième, enfin depuis la reprise, quatrième déplacement. Bien sûr, ils en avaient fait 2 avant la trêve, mais là, c'est leur quatrième déplacement. Et mine de rien, depuis le 17 mai, ils ont joué 5 fois à l'extérieur, 0 victoire. Ils n'ont mis que 3 buts en 5 matchs et ils en ont pris à chaque fois. Ils ont fait 2 clean sheets quand même contre les Revs et contre Montréal et ils ont pris 2-1 contre Chicago, 3-1 contre Charlotte, 2-1 contre DC. Je pense que NYCFC devrait disposer de cette équipe. Peut-être tenir un clean sheet d'ailleurs pour NYCFC. Et là, par contre, c'est vrai que c'est très intéressant si vous avez Nicolas Fernandez Mercao ou même Agustin Oreda. On l'oublie, Agustin Oreda qui est en feu. 2 buts, une passe décisive sur les 2 derniers matchs. Un joueur qui, mine de rien, monte en puissance. Et après, vous avez peut-être le coup de poker à tenter de Thales Magno et Matt Fries, bien sûr, dans les buts avec Thiago Martins peuvent être intéressants. Maintenant, dans la nuit de samedi à dimanche, on aura l'intégralité des matchs, puisque ça y est, sur la deuxième partie de saison, chaque fois la MLS nous fait ça. Ils nous mettent tous les matchs en même temps dans la même nuit, je veux dire. Donc à 1h30, on aura un Montréal-New England. Donc c'est un match où les cotes sont assez étonnantes, je trouve, parce que New England, mine de rien, est troisième de la conférence Est, Montréal est 13e. Mais quand je regarde, Montréal vient de perdre 2 matchs, donc Nashville, Inter, Miami. Donc déjà, ça vous donne un peu le ton. C'est que Montréal a perdu 1-0 seulement contre Nashville et l'Inter Miami qui sont premiers et deuxième de la conférence Est et ils reçoivent le troisième, donc New England. New England qui a quand même mis 4-1 à Atlanta, qui a fait 0-0 à Toronto. Non, qui a joué chez eux. Non, ils ont joué chez eux contre Toronto. Ils ont joué chez eux contre Atlanta, donc 4-1, 0-0. Ils avaient perdu à Charlotte avant la trêve.
Ça peut être un match assez serré entre ces 2 équipes. Je ne sais pas si on verra beaucoup de buts. Je donne quand même l'avantage à New England puisque, bah, au niveau de la créativité offensive, c'est beaucoup plus intéressant que ce que fait cette équipe de Montréal. Montréal, c'est vraiment, c'est pas moche, hein, ce qu'ils font, hein, mais c'est que devant, il y a aucun joueur de qualité pour finir, pour faire des différences, pour, amener l'étincelle, en fait. C'est dommage. Mais voilà, je pense que c'est un match où on verra pas forcément beaucoup de buts et je donne un petit avantage aux Revs, mais Montréal à domicile est toujours une équipe pénible à jouer. En même temps, on aura un Cincinnati qui va recevoir San Jose. Donc Cincinnati, après avoir perdu à Columbus dans le derby, va recevoir une équipe de San Jose qui a perdu à domicile 4-0 contre Orlando la journée de reprise et qui avait fait un match nul où ils sont privés par leur ancien coéquipier JT Marcinkowski de la victoire à la dernière seconde. Donc un partout chez eux contre LA Galaxy. Et là, ça va être un déplacement qui va être compliqué pour cette équipe, à mon avis, de San Jose. Austin à domicile, c'est quand même une équipe qui est très très solide, qui est quatrième de MLS, qui a mis 24 buts en 8 matchs. Mais attention, ils en ont quand même pris 17. Donc ça fait quand même beaucoup de buts. Et même si cette équipe de San Jose n'est pas en forme, c'est la meilleure équipe à l'extérieur de la conférence Ouest, qui a mis 18 buts en 8 matchs et qui n'en a encaissé que 9. Donc, méfiance, je donne avantage à Cincinnati, mais Cincinnati marque beaucoup de buts, mais on encaisse beaucoup. Je ne serais pas étonné qu'on ait un match à but. Cincinnati qui gagne 3-2 ou 4-2, voilà, un truc comme ça. En tout cas, bon, bah là, dans le match-up, vous le savez, hein, Evander est intéressant, Kevin Denki, Buka, Pavel Buka qui continue à performer. Donc, voilà, si vous jouez à 7, à Sora, pour moi, ce sont les joueurs sûrs qui peuvent être intéressants, mais j'éviterai en tout cas d'aller sur les gardiens, parce que je pense vraiment que c'est un match où il va y avoir de buts et pas de clean sheet. À 1h30, on aura un DC United contre Nashville. Nashville qui risque d'avoir encore pas mal de blessés. Nashville qui a, mine de rien, perdu à Orlando 1-0. DC qui a battu Toronto donc 2-1 et qui est invaincu depuis 4 matchs DC. DC qui est une équipe qui est 9e, qui est à sa place. C'est une équipe moyenne de MLS qui embête un peu tout le monde. Euh, mais qui à domicile se classe 12e, qui a quand même pris 17 buts en 8 réceptions. Nashville est à l'inverse une équipe très solide à l'extérieur, puisqu'elle est bon, très solide. Il y a Miami qui survole à l'extérieur avec 10 matchs, 25 points. Et ensuite, c'est Nashville qui est deuxième à l'extérieur avec 8 matchs, 14 points seulement, 8 buts marqués seulement, mais 3 encaissés seulement. Donc, pour moi, c'est un match où on va avoir deux équipes qui encaissent peu. Je vois bien un match fermé, mais en fait, j'ai pas envie d'aller sur Nashville parce que je sais que DC est une équipe qui est vraiment chiante. Pour moi, c'est un match-up qui est à éviter, clairement. Sauf si vous avez des stacks défensifs, type choix que Palacios Woledzi. Voilà, pour moi, ce sont les joueurs intéressants. Bah, sur les joueurs offensifs, Annie Mouktar est tellement décevant que je vous invite pas à y aller. Espinoza, je sais pas s'il sera remis. Surridge, ouais, ça peut être un match d'ailleurs où c'est deux équipes qui obtiennent pas mal de pénalty, donc ça peut peut-être se faire sur un pénalty, la différence. Dans ce cas-là, ce serait plutôt Annie Mouktar, non, Sam Surridge, pardon, du côté de Nashville, et Baribo de l'autre côté. À 1h30, et ça c'est le meilleur match, je trouve, de cette soirée, c'est l'Inter Miami qui reçoit Columbus. Donc Miami qui risque de retrouver peut-être Messi, peut-être pas tout le match, mais une petite partie du match, Berterame, De Paul. Miami qui est assez bluffant, mais qui, comme d'habitude, a toujours du mal à domicile, on le sait. Miami est 9e à domicile avec 19 buts marqués, mais 15 encaissés. Mais en phase 2, bah, il y a Columbus qui a quand même pris 17 buts en 8 déplacements et seulement 5 points. Donc c'est une équipe de Columbus qui va être dans le dur face à une équipe qui n'a gagné tout simplement qui n'a gagné aucun match depuis le 4 avril en MLS à l'extérieur. Columbus, c'est 3 défaites et un nul depuis, en encaissant quand même au moins 2 buts dans 3 de ces 4 matchs. Donc moi je donne l'avantage quand même à Miami, je ne vois pas de clean sheet dans ce match. Après, pas évident, hein, Miami, avec toutes les blessés, tout ça. Vous avez bon, bah, Luis Suarez qui s'est refait fait une jeunesse éternelle, celui-ci, avec deux genoux pourris. Ouais, je vois pas de clean sheet. Je pense que Luis Suarez est intéressant. De l'autre côté, bah, vous avez quand même des joueurs comme Thiaré, comme Gazdag. Thiaré, on n'en parle pas assez, mais c'est pas mal ce qu'il fait du côté de Columbus et il peut embêter cette défense de Miami qui a parfois du mal. Je l'ai trouvé très en mouvement. Max Arston, Chambaud. Voilà, bon, à peu près pour les joueurs qui sont intéressants du côté de Columbus, même si j'irai un peu plus sur Miami.
À 1h30 toujours, on aura un Red Bull New York Orlando. Donc là, c'est compliqué de vous donner un avis sur ce match. Comme je vous l'ai dit, Orlando, c'est plus la même équipe. 2 victoires en 2 matchs depuis la reprise, 5 buts marqués, 0 encaissés. C'est très solide. À l'inverse, on a une équipe des Red Bull qui a perdu 2 matchs, qui a pris 5 buts, qui en a mis qu'un. Je vois bien Orlando aller les bousculer, Griezmann, Ellis, voilà. Je pense que le clean sheet peut se tenter. Si vous n'avez pas d'autres gardiens pour Orlando, qui est une équipe qui défend tout le temps très très bien. On aura ensuite un match entre les Vancouver Whitecaps et Los Angeles. Intéressant, un match à 1h30 du matin. Mais match qui risque d'être très très serré. Franchement, moi je suis à votre place, je m'abstiens sur ce match. Vancouver a perdu quand même Berhalter, donc à voir comment ils vont réagir sans lui. Bon, vous avez toujours Andrés Cubas qui fait du puntos du côté de Vancouver si vous jouez au Fantasy Sport. Et puis vous avez quand même un duo en face qui est en feu, Son et Bouanga, qui peuvent faire la différence contre n'importe quelle défense. Mais ce sera à Vancouver, donc c'est un gros déplacement pour eux. Ensuite, on aura un Chicago-Charlotte. Alors lui, à 2h30 du matin, là c'est intéressant. C'est intéressant puisque Chicago doit relever la tête, hein. Ils ont perdu 2 fois en encaissant 6 buts. Lewandowski n'a pas joué, enfin si, il a joué, mais en fin de match la semaine dernière. Il est rentré à la mi-temps, voilà, à la place d'Eilez Elasi, mais du coup, voilà, faire ses preuves à domicile face à son public. C'est toujours un match où il y a beaucoup de buts, hein. Il y a eu au moins 5 buts dans les 3 derniers matchs entre ces deux équipes, donc de toute façon, je voyais pas de clean sheet. Par contre, c'est un match où Kalinja peut faire des arrêts à un petit peu de points, donc ça peut être intéressant dans le fantasy sport. Et bon, vous avez Pep Bill qui est toujours intéressant, parce que je vois pas de clean sheet, donc Pep Bill, Zinkernagel et Lewandowski devraient être intéressants. Bien sûr, Jonathan Bamba, on l'oublie pas, parce que souvent on le met un peu de côté et il est intéressant dans des matchs assez ouverts. Il y aura à 2h30 un Minnesota contre San Diego. Minnesota qui, c'est simple, n'a plus gagné depuis le 11 mai, soit 2, 4, 6 matchs en MLS sans victoire, 3 défaites et 3 nuls. Et au-delà de ça, si on pousse un peu plus loin, sur les 3 matchs d'avant, c'était une victoire contre Columbus et 2 défaites avant. Donc ça va plus du tout à Minnesota. Minnesota qui, au niveau des 10 derniers matchs, se classe 9e, mais ils font mieux quand même que cette équipe de San Diego qui se classe 14e. Oui, en effet, parce que San Diego est dans le dur. San Diego doit rebondir. Ils ont rebondi au dernier match contre Dallas. Là, c'est un match à l'extérieur, donc c'est une équipe. C'est un match qui va être assez serré. Bon, comme vous savez, j'aime beaucoup Anders Dreyer, qui pourrait être intéressant dans ce match. Mais je n'irai pas sur un clean sheet de part et d'autre. À 2h30, on aura SKC qui reçoit Houston. Bon, là, pas de débat, c'est bon, on va sur Houston. Houston qui marque au moins 2 buts dans ce match-là face à SKC. Houston qui est capable de tenir le clean sheet même si c'est à l'extérieur. Et puis vous savez, hein, Guilherme, on y va les yeux fermés, c'est un top player sur le fantasy et même pour les parieurs au niveau des buts. À 2h30 toujours, Saint-Louis reçoit Salt Lake. Ça, j'aime beaucoup parce que Saint-Louis, comme je vous l'ai dit, a enchaîné 3 victoires de suite depuis la reprise et à l'inverse, Salt Lake, 2 matchs, 2 défaites. Saint-Louis s'est replacé dans la zone de playoff. Saint-Louis peut repasser devant Salt Lake et s'approcher de la 4e place. Et je pense qu'ils sont vraiment en pétard avec un Marcel Hartel en grande forme, avec un Leuven. Comme quoi, alors, c'est tellement malheureux ce qui arrive à Leuven de perdre sa compagne. Mais je vous le dis quand même depuis le début de saison qu'il y a une équipe avec et sans Leuven. Et mine de rien, depuis qu'il est revenu, alors certes au dernier match, il est rentré qu'à la 58e minute, mais il y avait 0-0 et l'équipe gagne après avec lui. Donc, hasard de dingue ou pas, en tout cas, moi je dis, c'est une équipe qui va être à surveiller. En plus, avec les recrues qu'ils ont fait, ça va vraiment pas être mal du tout, cette équipe de Saint-Louis. Donc, je fais de Saint-Louis mon favori dans ce match face à Salt Lake, qui va être privé également de Guy Lavogui suspendu. Donc voilà. À 4h30, on aura et les Galaxy Dallas. Oh là là, bon alors là, bonne chance. Moi, je vous dis, c'est un match à éviter. C'est un match où je vois bien Petar Moussa peut-être marquer un but. De l'autre côté, on a Pencil, mais vraiment un match où j'irai pas me frotter. Et le dernier match qui est intéressant à 4h45 du matin. Donc pour les leftos, vous pourrez en profiter puisque ça risque de démarrer à 5h du matin, étant donné qu'il y a toujours un petit quart d'heure de retard. En fait, ils vous annoncent leur hors-taxe. Il faut rajouter la TVA. Donc c'est le derby des cascades entre Portland et Seattle. Et là, Portland est quand même depuis la reprise sur 2 victoires, 1 nul. Donc 2 victoires, dont une 5-1 contre cette même équipe des Seattle Sounders qui est sur 5 défaites de suite. C'est assez historique. Portland, en plus,
peut vraiment revenir à égalité avec Seattle, à 24 points chacune. Donc c'est un match intéressant. Il y en a un que j'adore, vous le savez, du côté de Portland, qui est un super joueur, c'est Christopher Velde, qui est encore décisif, qui tire les corners, qui en est à 7 contributions en 16 matchs, qui est très intéressant. Donc Christopher Velde, j'aime beaucoup. Kelsey également, Dacosta qui est en train de monter en puissance. Pour le moment, je n'irai pas sur les joueurs de Seattle. Eh ben écoute, on a fait le tour un peu de de ce qui s'est passé cette semaine, mais également des matchs du week-end. Donc on arrive au bout de l'épisode. Vous dire un dernier mot et vous partager donc les joueurs qui vont être suspendus peut-être pour la 19e journée de MLS, car c'est intéressant de savoir qui est suspendu. Les blessés, bon, vous le savez, le rapport de disponibilité va sortir demain soir. Les suspendus, donc on a Miasga à Cincinnati, Valenzuela qui a pris son rouge contre Columbus. Donc, on a Rob Holding à Colorado Rapids, on a Frey, Segovia pour Miami, Mehmeti au Red Bull qui a pris un rouge, Ruvalcaba, accumulation de cartons jaunes pour les Red Bull, Valencia suspendu pour les Red Bull. Donc vous voyez, en plus, je vous disais, les Red Bull vont se faire bousculer puisqu'ils ont 3 suspendus. Guilavogui à Salt Lake et Ragun qui est suspendu. Donc ça contribue à ce que je vous disais du fait de jouer Portland et les joueurs de Portland face à Seattle. Eh bien écoutez, encore un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez, comme je vous le dis souvent, merci de repartager sur les réseaux, de noter le podcast. C'est hyper important pour le référencement, même si vous ne le commentez pas. Et si vous arrivez à mettre un petit commentaire, je le prends, il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'MLS Time. Salut!